Artiste de la satire, il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Nous sommes avec l'unique P.O. Zappa qui est en studio. Il est super gentil de faire tout le chemin pour venir. Écoute, l'intelligence artificielle au service du terroriste de Vegas qui a fait exploser son Cybertruck. D'ailleurs, c'est-tu un accident ou c'est vraiment un attentat vraisemblablement, terroriste? c'était bien planifié. Et puis, pourquoi... Devant la Trump Tower. Devant un hôtel Trump à Las Vegas. Et c'est un des éléments dans l'actualité qui a retenu mon attention au cours des dernières heures, Richard, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui va venir nous bouleverser dans notre quotidien au cours de la et des prochaines années. Et quand on a vu, donc, la nouvelle à l'effet que le FBI, que la police à Vegas avait découvert que le terroriste avait utilisé ChatGPT et l'intelligence artificielle pour faire exploser son Cybertruck, je pense que c'est l'une des démonstrations les plus claires des risques associés à l'intelligence artificielle et au manque de réglementation et d'encadrement de l'intelligence artificielle. Comment il a fait ça, là? Écoute, je ne donnerai pas le mode d'emploi de la bombe, mais il faudrait demander à ChatGPT. Mais ce qui est inquiétant dans cette nouvelle-là, c'est qu'il y a 2 ans, les grands bonzes de l'intelligence artificielle avaient invité les développeurs à prendre un pas de recul, une espèce de moratoire en disant il faut réfléchir collectivement aux façons d'encadrer l'intelligence artificielle pour empêcher, par exemple, un terroriste d'utiliser l'intelligence artificielle générative et trouver une recette pour fabriquer un explosif et faire exploser un Cybertruck. Et ce pas de recul-là, personne ne l'a jamais pris. Les États-Unis ont été très rébarbatifs à l'idée d'imposer une réglementation sur le développement de ces technologies-là. À l'échelle internationale, il y a peut-être l'Union européenne qui a poussé un petit peu plus loin, mais il n'y a pas de volonté commune de réfléchir à comment on peut encadrer et surtout évaluer le risque lié à l'intelligence artificielle. Écoute, j'ai lu pendant le temps des fêtes un roman basé sur des faits réels, passionnant, un des grands romans que j'ai lu dans ma vie qui s'intitule Maniac. Je prends note. Et c'est sur les trois savants qui ont réussi à ouvrir la porte à l'intelligence artificielle, qui ont créé l'intelligence artificielle. Et l'auteur du roman dit, les scientifiques, ils pensent en silos. C'est-à-dire que si on est capable de faire telle chose, on va le faire. Mais ils ne voient pas, ils ne pensent pas, après ça, à l'impact que leur invention va avoir. Tu sais, Oppenheimer, il a dit... Je peux créer une bombe atomique, je vais le faire. C'est seulement après qu'il l'a créé qu'il a dit « Pourquoi j'ai créé ça? » Puis c'est pas parce que Spielberg donnait une entrevue récemment sur l'intelligence artificielle, il disait « C'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu dois le faire. » Et là, tu marques un excellent point. C'est le déploiement de ces technologies-là dans le réel a des conséquences qui demeurent insoupçonnées. Tu sais, tu parles de l'exemple de Spielberg en cinéma. Oui. Tyler Perry, qui est un acteur et producteur américain, l'an dernier, avait un projet d'agrandissement de ses studios à Atlanta. Il a vu ce que OpenAI, la maison mère de ChatGPT, a réussi à mettre au point avec Sora, qui est un outil qui nous permet, avec une simple requête, de faire des scènes de films. Et il a dit, mon projet de 800 millions de dollars américains pour agrandir mon studio, je le mets sur la glace. Parce qu'à quoi bon peut-être agrandir mon studio quand, avec une simple requête textuelle, en un claquement de doigts, je vais pouvoir créer des scènes de cinéma. Richard, nos emplois sont en quelque sorte menacés. Ben regarde, j'ai ChatGPT au bout du doigt. Pour nos auditeurs, je saisis mon téléphone portable, je mets le son assez fort. Regarde, j'ai ChatGPT ici. Bonjour ChatGPT. Bonjour, j'ai fait ça. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Écoute, est-ce que tu pourrais me composer un éditorial dans le style de Richard Martineau sur la démission de Justin Trudeau d'une durée de 30 secondes? Bien sûr. Voici un éditorial rapide. Mesdames et messieurs, la démotion de Justin Trudeau marque la fin d'une ère. Après des années de promesses non tenues et de controverses, le Canada se retrouve à la croisée des chemins. Il est temps de tourner la page et de reconstruire sur des bases solides. Espérons que ce départ ouvrira la voie à un renouveau politique. Mais je trouve que t'es pas trop dans le style de Richard Martineau. Sois plus mordante, ChatGPT, mais y a un peu plus de couleur à la Richard Martineau. D'accord, voici une version plus mordante. Justin Trudeau jette l'éponge.
Après des années de théâtralité et de décisions discutables, le rideau tombe enfin sur cette saga politique. Bon, tu vois, je trouve que ChatGPT s'est amélioré un peu dans la deuxième... Mais tu vois, là, bon, on fait un exemple à brûle pour point, j'improvise ça. Non, mais attends une minute, là, dans 1 an... Imagine. Dans 1 an, là, avec toutes les avancées exponentielles, dans 1 an, bonjour. Et ça, bon, c'est dans notre métier, c'est dans notre quotidien, mais je te donne l'exemple de quelqu'un qui serait dans le secteur de la traduction, dans le droit, hein, un avocat dont le travail est de rédiger des mises en demeure ou des poursuites au civil, la comptabilité, la programmation informatique. Il faut se questionner dès aujourd'hui sur notre façon de maîtriser ces outils-là. Tu sais, quand tu es avocat, tu es jeune avocat, là, les gens pensent que tu vas aller plaider tout de suite. Non, ta première job que tu fais quand tu es jeune avocat, c'est que il y a quelqu'un qui est plus senior que toi qui te dit, écoute, va donc chercher là, s'il y a déjà eu une jurisprudence, là, parce que je suis en procès et j'ai besoin de savoir, y a-t-il déjà eu une jurisprudence? Mais tu demandes ça à l'intelligence artificielle, ils vont feuilleter tous les jugements qui ont été faits au cours des dernières années en quelques minutes. Et tout ce qui est dans le paralégal, tu as 100% raison. Ce sont des métiers qui vont devoir s'adapter. Puis j'ai envie de te dire que la plus grande révolution à laquelle nous assistons avec l'intelligence artificielle, c'est que la connaissance n'a plus, ou en tout cas encore pas mal moins de valeur qu'elle n'en avait il y a 2 ans. L'accès à la connaissance devient énorme avec l'intelligence artificielle et l'avocat qui vend ses services parce qu'il détient ces connaissances-là, va devoir se réinventer parce que sa connaissance, elle est accessible au plus grand nombre grâce à ces outils d'intelligence artificielle. Mais dans le roman Maniac que je lisais, l'auteur, qui est un peu philosophe, dit le problème avec un ordinateur, c'est qu'un ordinateur, tu sais comment ça fonctionne, c'est binaire. Oui. C'est 0 ou 1. C'est noir ou blanc. C'est comme ça que ça fonctionne. Il dit, l'être humain ne fonctionne pas comme ça. L'être humain fonctionne moins de façon robotique est capable de jugement, alors que actuellement, l'intelligence artificielle ne fonctionne pas comme ça. Par contre, Richard, l'ordinateur quantique, qui est l'ordinateur de demain, qui permet de faire des calculs à une vitesse jamais vue, ne fonctionne pas sous le mode binaire. Et lorsque l'ordinateur quantique deviendra de plus en plus accessible et qu'on en verra de plus en plus, là, attention, est-ce que l'intelligence artificielle, qui sera de plus en plus autonome, va effacer la ligne entre l'humain et la machine? C'est la question que pose Ian Bremmer. Tu vois, j'ai entre les mains le rapport des risques 2025. Chaque année, ce qu'on appelle le groupe Eurasia publie ce rapport-là. Ça a été publié cette semaine sur les 10 plus grands risques auxquels fait face la planète. Okay. Et Ian Bremmer, qui est un politologue, un consultant qui est très suivi, dit que le risque numéro 8, c'est l'intelligence artificielle non contrôlée cette année, qui risque de menacer la planète, parce que le jour où l'intelligence artificielle s'est mise dans le système financier et que l'intelligence artificielle se met à jongler avec des milliards de dollars, il ne suffirait que d'une défaillance pour créer des situations de crise jamais vues précédemment. Wow! Mais écoute, au point de vue économie aussi, si on donne plein de jobs à l'intelligence artificielle, les gens vont vivre comment? Il faudra réinventer à vitesse grand V notre façon de penser, par exemple, la fiscalité. Les robots humanoïdes sont à nos portes. On a vu celui Optimus de Tesla. Il faudra penser un jour à fiscaliser le travail des robots. C'est-à-dire qu'un robot qui est embauché dans une usine et qui permet de générer un revenu de 100 000 ou 200 000 $. Le robot devrait payer de l'impôt? Il va falloir penser à ça, Richard. Non, mais il va falloir y penser sérieusement parce que d'ici 10 ans, ces robots-là vont nous côtoyer. Les robots vont fonder des syndicats. Ils vont vouloir avoir de meilleures conditions de travail. Écoute, on n'est peut-être pas rendu là, mais pas trop loin. Écoute, c'est passionnant, fascinant. Merci beaucoup. Et ça soulève bien des questions. Bonne soirée, Richard. Merci, P.O. Zappa. Salut.